Bonjour à tous. Bienvenue sur le live de l'identité volée. Donc, pour certains qui me connaîtraient, je suis Moulou qui me connaîtrait, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Moulou Mengistou. En tout cas, du nom, que vous l'aurez compris, du nom avec lequel je suis arrivé. Donc, le but de cette vidéo étant de parler de mon histoire, de comment j'ai atterri en France et chez qui j'ai atterri, et pour quelles raisons j'ai intitulé Identité volée. Vous l'aurez très bien compris, j'imagine, sans problème, que c'est lié à l'adoption plénière, l'adoption internationale. Donc voilà, c'est comme ça se passe. Donc voilà. Donc excusez-moi, je perds un peu mes mots, c'est une première. Et donc voilà. Je vous remercie pour votre indulgence par avance. Donc, pour commencer, identité volée, ça m'est venu suite à, dernièrement, il y a 3 mois, j'ai entrepris de déposer enfin une plainte contre l'État français et l'agence d'adoption par laquelle je suis venu, qui s'appelle les AEM, qui est les Amis des enfants du monde, qui est une agence agréée pour l'adoption. Actuellement, je sais que elle ne fait plus d'adoption en Éthiopie, étant donné que l'Éthiopie a fermé les portes à l'adoption internationale. Donc, ce qui est une bonne chose selon moi. Maintenant, donc pour mieux comprendre tout ça, donc je suis né en Éthiopie dans les années 85, 84. Bon, de toute façon, rien n'est précis, je ne connais pas ma date. Et d'après les documents, ils ne savent pas non plus, visiblement, puisqu'ils ont trouvé le moyen de me mettre 2 dates de naissance, plus 2 lieux de naissance. Donc, je découvre j'ai découvert que j'avais des capacités que j'ignorais, mais à ce point-là, ouais, donc voilà. Enfin bref, donc adopté en 1992. Donc, petite précision, je m'efforce de dire adopté, mais personnellement, je ne considère pas cette adoption légale, donc parce que je pars du principe que des gens qui ont été contraints à payer pour vous avoir, ce n'est pas de l'adoption, c'est de l'achat. Donc voilà. Donc souvent, vous m'entendrez dire des termes qui sont propres à mon histoire pour ne pas généraliser. Donc voilà. Donc, j'utiliserai des termes souvent quand je parle des gens chez qui j'ai atterri. Je ne parle pas de mes parents. Ce ne sont pas mes parents, déjà biologiquement, et puis par la suite, parce que je ne les ai jamais reconnus comme tels en mon fort intérieur. J'ai été contraint de les appeler papa, maman, comme la plupart, mais vous comprendrez que ce ne sont pas du tout mes parents. Mes parents sont en Éthiopie, je ne sais pas où ils sont, mais je sais une chose, c'est qu'ils sont encore vivants, j'en suis certain. Contrairement à ce que dit les documentaires. Donc voilà. Donc né en Éthiopie dans les années 84, donc voilà. Le lieu, je ne connais pas non plus. Le nom de mes parents, je ne m'en rappelle pas. Je pense, bon, j'ai des vagues souvenirs, donc je ne peux pas m'avancer avec certitude là-dessus, mais une chose est sûre, je suis certain d'avoir vécu avec eux pour différentes raisons, et puis je ne suis pas, euh, euh, je ne suis pas non plus euh, issu d'une relation hors mariage, j'en suis certain. Donc, parce que souvent, dans beaucoup de cas d'adoption en Éthiopie, souvent les mères ont été contraintes à l'abandon parce qu'on est hors mariage ou parce qu'elles se remarient. Voilà.
Donc moi, je ne pense pas que je suis dans ces cas de figure, et j'en suis même certain. Et donc voilà, j'ai atterri en France suite à, suite à la, aux démarches d'une famille, d'un couple français qui avait déjà adopté et une enfant à cette époque-là. Je dis bien une enfant à cette époque parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus des enfants pour la plupart, nous sommes adultes, donc je n'utiliserai pas non plus, quand je parle de moi aujourd'hui, en tant qu'enfant adopté, ça n'a pas lieu d'être ce serait déplacé pour ouais, ce serait déplacé, donc voilà, et inapproprié, je veux dire plutôt. Donc voilà, j'atterris chez cette famille. Il faut savoir que cette famille, bon, je pense, quand ils ont adopté, euh, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir. Ça, la démarche en soi, je peux la comprendre. Mais, euh, mais aujourd'hui, avec le recul, et même depuis un certain temps, ce que je me dis, est-ce que c'est une raison valable pour entreprendre une adoption à l'international? Pour quelle raison? Parce que déjà d'une, et culturellement, c'est différemment, physiquement, on est différent. Il y a des tas de choses qu'il faut prendre en compte. Est-ce que ces personnes-là sont réellement prêtes à accepter une personne différente, tout ça? Mais bon, là, c'est un thème qu'on pourra aborder si vous vous joignez prochainement, bientôt. Donc, voilà. Donc, je reviens. Donc, j'atterris chez cette famille qui dès le premier jour, s'est montrée assez hostile à mon égard. Dès le premier jour, je dis bien, hein, j'atterris chez eux, donc déjà de la violence parce que je me suis jeté sur les plats, parce que à cette époque, il faut savoir, l'Éthiopie, c'était un pays qui connaissait la famine, la guerre, et ma région natale, dont je suis certain venir de la région Wolo, donc c'était une des régions concernées par cette guerre et cette famine. Donc voilà, donc j'arrive chez cette famille de cette manière, et tout de suite j'ai compris que j'étais pas le bienvenu et j'étais pas du tout accepté. Déjà moi euh, perso je les ai pas acceptés non plus parce que bon, je voyais clairement c'était pas mes parents. Donc du jour au lendemain, les gens ils demandent de les appeler papa maman. Tu me dis mais c'est quoi ce micmac quoi? Donc, tout un monde qui est bouleversé. Et pour quelle raison, moi, je ne les ai jamais acceptés? Parce que tout simplement, j'étais très heureux dans mon pays. Bon, je n'étais pas heureux dans le sens où il y avait la guerre, tout ça, mais j'étais très attaché à mes racines, à mon pays, beaucoup de choses, malgré que je vivais dans un camp UNICEF. Mais j'atterris chez eux. Donc, je vais faire un petit retour en arrière. Il faut savoir que dans un document qui justifiait que j'ai été adopté, les seules informations qui sont à la disposition de cette agence, c'est que d'après eux, d'après l'Éthiopie aussi, avant tout, parce que c'est l'Éthiopie qui leur donne ces informations, c'est écrit que après la mort des parents, j'aurais vécu dans un camp UNICEF quelques années. Donc, chose qui aurait pu être tout à fait possible au vu de la situation de l'Éthiopie à cette époque-là. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ils n'ont pas mentionné le nom de mes parents. Or, si on réfléchit un instant, mentionner que telle et telle personne sont mortes sous-entend forcément que vous avez connaissance de ces gens-là. Donc, en ce qui concerne l'adoption, comment ça se fait que
le nom de ces personnes-là n'est pas mentionné là-dedans. Donc, ça pose des problèmes quant à, si je peux dire d'une manière assez grossière, quant à la traçabilité de l'enfant que j'étais à cette époque-là, pour garantir que, comme la loi de l'adoption internationale le stipule, c'est que l'adoption est le dernier des recours pour répondre aux droits supérieurs de l'enfant. Et non, l'adoption n'est pas là pour répondre à une demande de couple venant de France, d'Amérique, de Belgique ou de n'importe quel autre pays extérieur au pays source. Donc, il faudrait m'expliquer sur quelle base ils ont garanti que j'étais orphelin. Si ce n'est juste, il fallait absolument mentionner juste ça pour justifier qu'il est adoptable, donc on peut l'envoyer. Donc ça, c'est une chose que je trouve déjà assez horrible. De plus, je sais que les familles, lorsqu'on se retrouve dans un camp UNICEF et dans un orphelinat, souvent, elles n'ont que 3 mois après une déclaration de perte de l'enfant, ce qui était mon cas, parce que dans mon cas, il y a eu une parution au journal officiel en Éthiopie, comme quoi la famille a 3 mois pour se manifester. Or, expliquez-moi comment il est possible pour une famille, au vu de la situation de l'époque, s'il y a eu des mouvements de population qui partaient de Tigré, la région d'où je pense de venir, c'est-à-dire à proximité du Tigré, la région Ouagamra Zone, qui est dans le Wolo, la région Amara, tout ça. Comment une famille pourrait se manifester en 3 mois au vu de la situation si tant est qu'elle soit en vie, tout ça. Donc 3 mois pour garantir que cet enfant n'a plus de famille. Or, en plus déjà d'une, le problème c'est qu'il limite la famille aux parents. Or, il est possible qu'on se retrouve orphelin de parents, mais d'une famille entière, à moins qu'il y ait eu un génocide à cette époque-là. Expliquez-moi comment cela pourrait être possible, qu'on soit orphelin de toute une famille. Donc, ce qui est mentionné dans les textes internationaux, bon, l'excuse souvent pour la France quand on leur demande des comptes aujourd'hui, c'est qu'ils parlent du principe que l'Éthiopie n'est pas signataire des conventions de protection de l'enfant en matière d'adoption internationale. Mais ça n'enlève pas la responsabilité de la France au travers de ces agences d'adoption à qui elle a donné des agréments. Pourquoi ? Parce que moi, je vois dans mon cas, par exemple, quand je vois les seules informations, c'est ça, je me dis, mais comment ça se fait que cette agence-là, à qui on a donné un agrément, n'a pas cherché à savoir davantage au niveau des informations? Parce que c'est son devoir aussi. Son devoir de dire non. C'est son devoir de dire non quand ils estiment que non, c'est là, peu importe la situation de l'enfant, on ne peut pas l'adopter parce que rien ne nous garantit qu'il soit vraiment orphelin. Donc 3 mois, c'est vraiment court pour mener une enquête en Éthiopie, déjà, et aussi que les agences concernées puissent vérifier. Parce qu'ils doivent vérifier, je suis désolé, ils ne peuvent pas dire ils sont venus installer leurs orphelinats. L'orphelinat où je me suis retrouvé à Addis Abeba, c'est des Français qui l'ont ouvert.
Et à la base, quand il l'a ouvert, ça venait, à la base, c'est pas ça qu'il avait. Monsieur et Madame Ferrez, quand ils ont ouvert, quand ils sont arrivés en Éthiopie, pardon, ils étaient venus à l'époque, je ne sais pas si en France, pour la plupart, s'en souviennent, il y avait eu aux États-Unis Michael Jackson avec la musique We Are the World, qui était dédiée à l'Éthiopie, la Somalie, tout ça. Et en France, il y avait les Chanteurs sans frontières pour soutenir l'association SOSI, SOS Enfants d'Éthiopie. Et c'est ce couple-là, Ferrez, et, qui avait créé cet organisme. Par la suite, il a ouvert un orphelinat qui s'appelle le Toukoul, qui, je pense, aujourd'hui est fermé. Même certains, il est fermé. Et donc, eux n'ont jamais pris la peine de garantir l'adoptabilité de l'enfant que j'étais. En quoi ça pose problème? Ça pose problème parce que déjà d'une, je n'ai aucune information. Ensuite, ça sous-entend aussi qu'ils ne sont pas capables de garantir vraiment d'où nous venons. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que en Éthiopie, c'est monnaie courante aussi, beaucoup ont été enlevés à leur famille. Beaucoup sont venus en France en adoption parce que leurs parents, leurs familles ont été dupés. On leur a garanti qu'il allait juste étudier et revenir, mais qu'il garderait contact. Sauf que, une fois arrivé en France, d'adoption simple, on passe à l'adoption plénière. L'adoption plénière, il faut savoir, contrairement à l'adoption simple, ne nous garantit pas de garder le nom d'origine, si tant est qu'il soit le vrai, notre nationalité et le contact avec nos familles. Au contraire, on perd tout. L'adoption plénière fait que nous devenons français au même titre qu'un enfant né de ses propres parents, un enfant français né de ses propres parents biologiques. Et du coup, ce qui est mentionné, c'est que vous êtes né de monsieur et madame, par exemple, Dupont. Donc, ça veut dire que lorsque vous retirez aujourd'hui votre acte de naissance, vous allez voir mentionné né de monsieur et madame Dupont. Ce qui est encore problématique parce que ça sous-entend quoi? C'est que on nie notre existence d'avant. C'est hyper violent. C'est hyper violent. Et l'adoption plénière, c'est ça. C'est le mythe de la page blanche, le mythe de l'enfant orphelin, beaucoup de mythes. C'est souvent basé sur du mythe pour nous rendre adoptables. Et donc, c'est vraiment, vraiment, quand on y réfléchit, ça me rappelle une époque lointaine de l'histoire du continent africain, notamment l'esclavage. Quand des millions d'Africains ont été déportés à travers le monde, notamment vers l'Europe, vers les États-Unis, l'Amérique, voilà. Par la suite, ces populations-là, on leur a donné le nom des propriétaires. Pourquoi je fais cette allusion? Parce qu'en fait, on leur a enlevé tout. On les a déportés. On leur a enlevé leur identité. Ils ont éradiqué leur dignité. Et l'adoption, souvent, pour ne pas dire, selon mon point de vue, elle nous enlève notre
identité. Et c'est la base. C'est la base. Souvent, on entend les gens dire, on entend souvent dire les gens, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir où tu vas. Et c'est vrai, c'est difficile. Alors, on peut se fabriquer une identité, oui, c'est vrai, mais une identité qu'on nous a imposée, peut-on dire qu'on l'a choisie? Oui, vous me direz, un enfant qui naît de ses parents ne choisit pas d'être né dans cette famille, évidemment. Mais je trouve que ce serait déplacé de comparer deux choses différentes. On peut trouver des similitudes, certainement, mais pour autant, je ne suis pas pour comparer des choses qui ne devraient pas être comparées, euh, pour surtout que à la base, souvent, les gens, quand ils comparent des situations comme celle-ci, c'est souvent pour éradiquer une au détriment de l'autre. Une qui n'arrange pas le point de vue général, qui n'arrange pas le point de vue de la famille, qui n'arrange pas le point de vue des institutions. Donc moi, personnellement, j'estime que ces gens-là qui m'ont adopté, je ne les appelle pas mes parents adoptifs, je parle bien clairement de mes anciens propriétaires. Et pas si anciens parce que je suis encore contraint, quand je veux travailler, à porter ce nom-là. Quand je veux faire des démarches là, je viens avec le nom de cette famille. Bon, plus maintenant parce que j'ai arrêté toute démarche administrative quasiment. J'ai même souvent, je ne travaille pas tout le temps en mode déclaré pour ces mêmes raisons parce que ça m'est insupportable de m'afficher avec ce nom-là, ce nom qui n'est pas mon nom, ce nom qui est le nom de ses anciens propriétaires. Donc voilà. Donc je parle dans mon cas de figure. Pour ceux qui écouteront cette vidéo, ne mélangez pas les choses. Je parle de mon histoire, donc je choisis les mots qui me sont propres. Je les choisis avec précaution et parce que c'est ma réalité. Dans l'adoption, dans nos cas de figure, pardon, on s'interdit beaucoup de choses. On nous interdit beaucoup de choses. On nous interdit de dire tellement de choses pour ne pas offusquer, premièrement, ces gens chez qui nous atterrissons, parce que forcément, eux, c'est les sauveurs. Il faut être reconnaissant à vie, reconnaissant de nous avoir, soi-disant, sauvés d'une misère, reconnaissant de nous avoir donné une éducation, reconnaissant pour beaucoup de choses. Choses qu'on ne demande pas en permanence à des enfants nés biologiquement. J'entends pas à longueur de temps des familles dire à leur enfant sois reconnaissant parce que ceci, je t'ai sauvé, non, parce que je t'ai mis au monde, non, je t'ai rien demandé. Ça ne vient pas systématiquement, mais dans nos cas, ça vient souvent. La société, d'ailleurs, même nous le renvoie. Les institutions nous renvoient à ça. Donc, c'est une occasion pour moi aussi de mettre des mots, de m'autoriser à dire les choses telles que je les vis, telles que je les ressens et telles que je les perçois. Donc, il est possible qu'on ne soit pas d'accord. Libre à vous de mettre les mots que vous souhaitez. Mais n'empêchez pas les gens
de mettre un mot, parce que ça ne fait que conforter la loi du silence. Ça ne fait que conforter que les victimes doivent se taire. Ça ne fait que conforter que les, euh, les bourreaux, ceux qui sont coupables, il ne faut pas les dénoncer. Or, une injustice doit être pointée du doigt. Donc voilà, je reviens à cette famille et mon histoire au sein de ce couple chez qui j'ai atterri. Donc, dès mon arrivée, de la violence, violence physique, violence morale, psychique. On me faisait comprendre, au début je ne parlais pas, mais je comprenais par les gestes qu'il fallait que je retourne rapidement dans mon pays. Mais je ne vous ai rien demandé. Je ne vous ai rien demandé. Donc, vous m'adoptez, soi-disant, pour me sauver. Mais dès les premiers jours, ces gens-là sont violents physiquement, sont violents verbalement. Donc, comme me disait, t'es une merde, tu vas retourner, ta famille, c'est des merdes, l'Éthiopie, c'est la merde. Bon, soi-disant en passant, au vu de ce qu'ils ont fait par rapport à tous ces enfants partis à l'adoption internationale, ils ne sont pas propres non plus. Donc, je ne pointerai pas que l'institution France en matière d'adoption, je pointe également l'Éthiopie. Et pour le moment, je me trouve ici. Donc, la démarche que j'ai entreprise de porter plainte, tout ça, pour le moment, c'est en France. Si la situation le permet en Éthiopie, je le ferai également. Donc, il faut être juste en tout. Hein. Donc, je pointe les deux. J'en veux également mon pays d'origine pour ça. Parce que j'ai perdu beaucoup d'années. Les traumatismes déjà de la guerre, les traumatismes des violences subies ici, je ne vous fais pas dire les séquelles ça peut laisser, surtout que lorsqu'on n'a jamais mené la bataille réellement, parce que ça prend du temps à prendre le courage d'aller déposer une plainte, tout ça. Donc voilà. Donc j'ai cette famille violente, verbalement, physiquement. Ça a duré, bon, Dieu merci, comme on dirait, je ne suis pas resté des années chez eux. Vers l'âge de 12 ans, je commençais à fuguer. Et lors de mes fugues, lorsqu'on me retrouvait, on me ramenait systématiquement chez ces gens-là. La gendarmerie, alors que je disais, je ne veux pas retourner chez eux, permettez-moi de voir une assistance sociale pour que je sois placé. Je préférerais être placé que retourner chez des gens qui me rabaissent en permanence, qui étaient violents au point des fois, le gars, il me jetait dans l'escalier, il me poussait dans les escaliers, il me tabassait. Il faut dire que ce mec-là était imposant. Et moi, puis de mon côté, j'étais un gamin encore. Donc voilà. On m'a ramené chez eux. Et les propos que j'entendais de la part des gendarmes, c'est non, c'est pas possible, t'es ingrat, c'est forcément des gens bien, parce que à ce moment-là, on n'était plus deux, on était quatre venant de l'adoption internationale. Donc forcément, c'est des gens bien. Forcément, le problème vient de toi. Rendez-vous compte de l'impact que ça peut avoir, ces paroles-là. Vous subissez de la maltraitance et on vous indique que non, le problème c'est vous. Parce que eux, ils vous ont sauvé. Eux, ils vous ont donné un toit. Eux, ceci. Eux, cela. Imaginez-vous les impacts que ça peut avoir sur une vie.
faut savoir que à ces époques-là, moi, j'avais une haine viscérale à mon égard. Parce que justement, quand j'examinais le tout, je me dis, mais c'est pas possible, je dois être maudit pour vivre une vie aussi misérable, pour connaître autant de, de haine venant de gens que je ne connaissais pas à la base, qui ne sont pas ma famille et à qui je suis contraint, de dire papa, maman. Imaginez-vous, ces gens-là, en fait, quoi que je fasse, j'ai fait plusieurs fugues, dont une de 3, 4 mois, voire plus, mais à aucun moment ça a alerté les services sociaux. Mais vous imaginez. Mais bon, après, c'est la société qui est souvent comme ça. Les gens, par la suite, vont s'indigner, oui, ceci, cela, c'est vrai que c'est pas bien ce qu'ils font, mais personne ne réagit. Vous êtes tout seul. Dans votre bataille, vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul face à vos bourreaux. Ça, c'est une des réalités de l'adoption. C'est que il n'y a aucun suivi. Il n'y a aucun suivi réel. Et euh, Et l'agence, en l'occurrence, d'adoption, était au courant. Elle était au courant de tout ça. Souvent, on allait se rendre chez une personne de l'agence en question, des AEM, qui elle-même était mère adoptive. Elle-même était mère adoptive. Donc, expliquez-moi comment cette personne peut être objective dans ce qu'ils appellent le suivi post-adoption. En aucun cas. En aucun cas. Elle-même, elle est mère. Jamais elle ne m'a parlé. Elle s'est basée sur les paroles de ces personnes-là. Donc, encore une fois, je me retrouve seul. Seul face à ces gens-là, seul face aux institutions, seul face à l'agence qui n'a pas réagi, qui n'a pas alerté, se sont pas dit, ils étaient au courant que je fuguais. En aucun cas. Mais c'est la non-assistance. C'est la non-assistance à personne en danger. Les gendarmes, quand ils vous ramènent chez eux, alors que vous leur dites, mais je risque ma vie ici. C'est des gens qui m'enferment dans un KGB, dans le noir, qui me tabassent. Moi, j'avais aucune garantie que je pouvais rester en vie. J'avais aucune garantie. Moi, quand je rentrais de l'école, je flippais. Je flippais. Donc voilà, ça c'est mon histoire, c'est ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, par la suite, heureusement, j'ai pu faire en sorte jusqu'à ce qu'ils finissent par renoncer. J'ai finalement pu être placé à la DAS, donc quand bien même je l'ai voulu, ça reste quand même un échec. Vous imaginez, je viens d'un orphelinat et au final, à 16 ans, je finis à la DAS jusqu'à la majorité. Imaginez-vous l'impact ça a quand je réfléchis à d'où je viens et où est-ce que j'atterris. Soi-disant, c'était là pour m'apporter un équilibre, cette adoption. Or, cette adoption m'a détruit. Elle m'a détruit à beaucoup d'égards. Là, j'ai quasiment environ 40 ans, mais j'estime que
je n'avançais pas. Il m'est impossible d'avancer. Il m'est impossible d'avancer parce que déjà d'une, je dois porter ce nom-là parce que je suis affilié à ces gens-là, à mes anciens propriétaires. Donc, encore une fois, j'insiste, je ne vais pas m'excuser pour ça, mais je compte sur vous, sur votre compréhension. Ne regardez pas votre nombril, écoutez juste attentivement. Quand je dis mes anciens propriétaires, je le pense parce que déjà d'une, ces gens-là, ils le disaient clairement qu'ils ont payé. Donc, combien même on peut estimer, ce sont des choses qui ne se disaient pas. Effectivement, ça ne se dit pas, surtout que lui, l'enfant que j'étais à cette époque-là, il n'y est pour rien. C'est l'agence c'est le système qui fait que il faut sortir de l'argent pour justifier une adoption. Et ça aussi, il va falloir à un moment donné mettre au clair aussi. Parce que les gens ils disent non, c'est juste les documents, nana. Non, c'est faux. Les frais d'avocat ne coûtent pas entre 10 000 et 15 000 euros. C'est pas le cas. C'est juste que l'argent est dispatché entre les frais d'avocat, oui, les frais de l'agence d'adoption et les frais de fonctionnement de l'orphelinat. Donc, tout ça est inclus dans la démarche d'adoption. Et plus tard, on a pu se rendre compte que, en fait, c'était un trafic qui était légalisé clairement, parce qu'en fait, il y a des gens qui se sont enrichis, ceux qui ont ouvert les orphelinats, ceux qui travaillaient en Éthiopie, notamment il y a un certain monsieur Assefa. Bienvenue Rebecca, merci. Et donc voilà, et en fait, c'est pour ça que je dis clairement que quand je parle de ces gens-là, ce ne sont pas mes parents, c'est mes anciens propriétaires. Et pour le moment, aux yeux de la loi, pour moi, j'estime que je suis toujours leur propriété. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ils se comportent comme tels parce que mes documents d'adoption, ils ne veulent pas me le rendre parce qu'ils estiment que ça leur appartient. Oui, forcément, il y a des choses du fait qu'ils ont entamé la démarche, effectivement, il y a des documents qui leur appartiennent, mais il y a des choses qui me reviennent de droit, les informations, tout ça. Donc, ils pourraient en faire une copie et m'en distribuer. Mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça j'utilise mes propres termes. Et donc, j'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, pour ceux qui me connaissent, certains, au sein des personnes adoptées, ils savent que souvent on a des hauts, des bas, tout ça. Mais je sais aussi que je me suis souvent relevé. Ce qui est malheureux, c'est que je ne suis pas heureux. Je le dis clairement. Je me plains pas. Je vais pas pleurnicher dans ce sens-là. Par contre, c'est une réalité. Et même de dire ça, bon, certains pourraient trouver ça comme une faiblesse. Mais vous savez quoi? Ne vous interdisez pas de dire les choses, point barre. Ne vous interdisez pas. Parce que souvent, en fait, et hier, je regardais un documentaire sur l'inceste et il y avait une femme qui avait été victime d'inceste par son père et elle disait une chose qui m'a fait réfléchir souvent, et c'est que en fait, la petite fille qu'elle était, elle s'est créé deux personnages. Il y avait cet enfant qui avait subi, cet enfant qui ne pouvait pas se défendre,
cet enfant qui ne pouvait pas dire quoi que ce soit, et elle n'avait trouvé personne à qui le dire, et à qui on prêtait pas attention. Et il y avait l'adulte qui voulait se libérer de ce poids. Mais en grandissant, souvent, en fait, même si on arrive à combler plus ou moins nos vies, l'enfant que nous étions n'est jamais bien loin parce que le traumatisme est toujours présent. Et souvent, en fait, on s'est brimé à dire les choses. On se brime parce que déjà la société ne nous permet pas de les dire. Les structures censées être là pour nous ne nous prêtent pas attention. Les institutions comme la police, les gendarmes. D'ailleurs, quand j'ai voulu déposer une plainte, à chaque fois on me disait déposer une main courante, alors que je disais clairement que je voulais porter plainte. Par la suite, on m'a baladé à droite à gauche pour finalement, au final, me dire non, il faut aller au tribunal. Imaginez-vous des victimes qui viennent de violences, quel que ce soit, on leur dit ce n'est pas le lieu. Mais où est le lieu pour porter plainte, qu'on soit entendu, sans qu'on nous regarde d'un air hautain, ah, t'as dû le chercher, tu le mérites, ou non, tu exagères, ce n'est pas ce que tu aurais dû comprendre. C'est hyper grave ce que les institutions envoient comme comment dire, pas comme image, mais ouais, ce n'est pas une bonne chose. C'est pour ça les victimes ont peur d'aller, ils ont peur déjà de leur bourreau, ils ont peur des institutions qui sont censées être là pour le bien des Français, des personnes. Ben non, vous ne le trouvez pas. Donc, c'est pour ça cette vidéo, j'en profite pour vous dire aux personnes qui estiment être victimes de trafic illégal ou victimes dans votre vécu au sein de vos familles d'adoption, n'ayez pas peur de dire les choses telles que vous les vivez. N'ayez pas peur, ne vous brimez pas. Prenez courage et laissez l'adulte se libérer. Libérez l'enfant que vous étiez en libérant l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Libérez-vous de cet enfant que j'estime l'enfant que j'étais, qui ne pouvait se défendre. C'est presque, je dirais, un enfant à moitié mort. Parce qu'il était vivant en venant, mais on a fait en sorte de le faire taire. Donc c'est comme une mort. Vous êtes mort à vous-même. Aujourd'hui, l'adulte crie liberté, point barre. Et je sais que ce que j'ai demandé en déposant une plainte, en déposant une plainte contre l'État français pour trafic illégal, adoption illégale, pardon, donc pour trafic, parce que j'estime qu'ils sont responsables étant donné que ils ont donné l'agrément à une agence qui n'a pas garanti les droits supérieurs de l'enfant que j'étais. Ils doivent me rendre des comptes. Ils doivent payer toutes ces années perdues. Imaginez-vous pendant combien de fois j'ai été souvent suicidaire. Je voulais mettre fin à ma vie, mais tout ça à cause de ces traumatismes. Les traumatismes, à part d'avoir oublié en Éthiopie, j'en avais pas. J'étais pas malheureux en Éthiopie. Mais ici, par contre, pour ceux qui me connaissent très bien, ils savent
tous les péripéties que je vis. Ils le savent. Et ça, je sais que c'est le fruit de ce traumatisme, de tout ce que j'ai subi, de ce que je suis obligé de subir aujourd'hui encore, parce que je dois encore vivre cette adoption illégale me concernant. Donc, dans cette plainte, j'ai demandé, je sais que l'irrévocabilité de l'adoption l'adoption est irrévocable à ce jour en France. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils savent. Aujourd'hui, ils le savent parce que beaucoup d'autres pays, comme la Belgique, les Pays-Bas, ont reconnu l'illégalité de l'adoption internationale. Mais la France ne se rangeait pas, au contraire. Ils cherchent encore des pays où ils pourraient trouver des enfants à adopter parce qu'il y a une telle demande en France. Une telle demande. Donc, regardez, la France cherche à chercher d'autres pays sources où puiser des enfants, où puiser des enfants soi-disant orphelins, alors que de l'autre côté, ils n'ont toujours pas répondu, rendu des comptes aux personnes comme moi quand on leur demande qu'est-ce qui s'est passé. Tel adopté retrouve sa famille qui soi-disant était morte. Ceci, cela. Ils ne veulent pas répondre. Ils veulent nous rendre au silence. Mais c'est grave, quoi. C'est vraiment chaud, quoi. Ils veulent s'implanter ailleurs, mais ils veulent surtout pas rendre des comptes. Ils veulent surtout pas réparer. Ils veulent surtout pas réparer. Et bizarrement, bon, étant donné que je suis africain, ça fait écho à l'histoire des Africains, des descendants africains des Caraïbes, tout ça. Quand ils demandent des comptes, une certaine reconnaissance, même ne serait-ce qu'à titre symbolique, de reconnaître ce qui s'est passé, en mentionnant dans les cahiers, dans les livres d'histoire, la vérité. Ils ne veulent pas. Il faut qu'on dise merci. Merci à la France d'avoir apporté, soi-disant, la civilisation. Mais mort de rire, comme ils diraient certains. Vous aurez apporté la civilisation. Ok. Bon, c'est pas le lieu, mais bon. Et donc, c'est ça que je demande au travers des plaintes. J'ai déposé 2 plaintes. C'est 2 plaintes distinctes. Une contre l'État et une contre l'agence. Je ne les ai pas réunies. Donc, je demande au travers de cette plainte qu'au minimum, on restaure mon identité. Combien même Moulou Mengistou ne serait peut-être pas mon vrai nom, me convient très bien parce qu'au moins c'est un nom qui vient de chez moi et ça n'a rien à voir avec le nom de ces gens-là, ces bourreaux-là, ces racistes-là, chez qui j'ai pu atterrir. Et donc, non seulement ça, mais également en France, et on devrait réfléchir à ça. Quand je demande réparation, c'est que je ne veux pas être mentionné, en plus de ça, ce qui est grave, né de monsieur et madame un tel. Ce qui n'est pas le cas. C'est une négation de mon vécu. C'est grave. C'est grave. On nie mon existence avant. Dire que je suis né d'eux, mais vous voulez quoi? Je fasse un test ADN avec eux pour que je vous prouve qu'ils ne sont pas mes parents ou vous voyez?
Donc, vous imaginez, c'est grave. C'est grave de mentionner ça. Vous savez que nous ne sommes pas nés d'eux. Mentionnez-le. En quoi c'est grave de mentionner que nous ne sommes pas nés d'eux? Mais bref. Donc voilà. Donc j'ai déposé, il y a 3 mois, j'ai déposé cette plainte au tribunal de Créteil. Donc ce jour-là, je n'ai pas de retour. Je vais relancer en écrivant au procureur pour savoir où est-ce que c'en est. Je trouve, la justice n'est pas souvent rapide, mais bon, quand elle le veut, c'est traiter les sujets, elle prend les sujets assez rapidement, mais bon, il y a des tas de choses qui ne fonctionnent pas correctement. Donc voilà, mais une chose est sûre, j'ai déposé les plaintes. Donc je suis plutôt fier d'être arrivé à faire ça parce que, comme je vous le dis, ça n'arrive que maintenant. Certainement parce que je n'étais pas non seulement prêt, mais avant tout, c'est surtout que je me rends bien compte que c'est un sujet très délicat. Mais je me suis dit une chose, c'est que ce n'est pas à moi de me taire. On ne devrait pas chercher à me faire taire. On ne devrait pas chercher à taire ces histoires-là qui ne veulent pas entendre, ces adoptions qui ne réussissent pas, des travers de l'adoption. Ils en parlent sans vraiment rentrer là-dedans. Quand vous en parlez, on va vous réduire au simple fait que vous êtes pris sous l'émotion. Mais nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Heureusement que nous ressentons des choses. Parce que c'est justement parce que nous ressentons des choses que des gens mènent des actions. Donc, arrêtez avec vos discours pris sous l'émotion. Non. Pour ne pas entendre la réalité de ces gens-là. Pour ne pas entendre notre réalité. Donc, moi, je suis vraiment content d'être arrivé à faire ça. Même là, la chaîne que j'ai ouverte, bon, c'est une première, j'ai conscience qu'il y a la maladresse. Certainement, certains diront que c'est pas du tout préparé. Non, effectivement, c'est un peu une réaction au fait que je ne trouve pas d'avocat, je n'ai pas les moyens déjà d'une, et surtout en espérant que des personnes bienveillantes se manifesteront, mais je ne suis pas prêt pour autant à prendre le premier venu qui n'est pas sincère dans le fait de vouloir venir m'aider à mener cette bataille à terme, jusqu'à la victoire, bien sûr, parce que la victoire est impérative. La victoire est impérative. Il s'agit de ma survie. Parce que souvent, les victimes, malgré qu'on vive, à l'intérieur, on est mort. Et quand nous prenons le courage, nous trouvons ce courage suffisant, ne serait-ce même d'aborder comme ça sur une chaîne, en live. Je ne cherche pas votre approbation. Si j'ai votre soutien, tant mieux, mais
Je ne cherche l'approbation de personne. La seule approbation que je cherche, c'est la mienne, point barre. Mais j'espère trouver déjà dans l'immédiat des avocats. J'ai écrit, j'ai essayé d'écrire des journaux, des personnalités, sans retour. Visiblement, je ne sais pas. Je ne vais pas faire des déductions, mais bon, j'ai mon idée, mais je suis conscient que une telle démarche ne sera pas forcément soutenue par tout le monde. Je ne trouverai pas un avocat qui voudra forcément traiter un cas comme le mien. Un cas, je me comprends, hein, rien de péjoratif. Un dossier comme le mien plutôt, rectification. Mais je lance une bouteille à la mer, comme on dirait, et dans tous les cas, même, je serais content même que, peut-être au travers de ce que j'aurais dit, une personne concernée puisse trouver le courage, déjà avec elle-même, de dire les choses, s'autoriser à nommer les choses. Ne serait-ce ça, je trouverais une satisfaction, mais vous l'aurez compris, je dois mener ma bataille. Mais je serais satisfait que cette personne trouve le courage de nommer les choses qu'elle vit. Et si nécessaire, de déposer des plaintes, aller demander qu'on nous rende des comptes, parce que j'estime qu'on doit nous rendre des comptes. Et je m'adresse aux personnes adoptées, avant tout. Les familles, ils ont suffisamment d'associations, les institutions les soutiennent suffisamment, c'est bon. Visiblement, la justice est souvent que de leur côté, donc c'est bon. C'est bon. Donc, si vous entendez ça, vous, famille adoptive, n'y voyez en aucun cas une offense, mais c'est bon, à un moment donné, arrêtez de regarder votre nombril. Les vraies victimes, c'est nous. Ceux qui ont été dupés à tout point de vue, c'est nous. Vous avez été dupés d'une façon, quand même, je dois le reconnaître, mais dans ce cas-là, rangez-vous du côté des premières personnes concernées. Demandez des comptes. Pourquoi on vous a contraint à participer à une adoption illégale, à acheter. Demandez des comptes. Si vraiment vous êtes sincère, si vraiment. Mais bon. Libre à vous, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est à nous de nous battre pour nous. Si vous nous soutenez, tant mieux, parce que nous sommes tous des êtres humains. Et je pense qu'il faut se soutenir, mais je ne suis pas aveuglé au point de croire qu'on aura votre entier soutien. Loin de là, parce que souvent, vous êtes tellement omnibulé par la reconnaissance qu'on devrait vous retourner que vous ne voyez pas la souffrance des personnes que vous, soi-disant, vous appelez fils et filles. Donc voilà. Donc, encore une fois, désolé pour la maladresse si vous estimez que ça partait un peu à droite, à gauche. Mais j'ai dit ce que je devais dire. Si je les ai dit, j'estime ce que je devais les dire comme ça. Je tâcherai de mieux préparer. C'est pas mieux préparer, de me préparer,
les prochaines fois. Et c'est une première. J'aborderai le mieux, je pense, moi je suis souvent plus à l'aise en abordant des sujets et je me tiens au travers de mon histoire. Après, vous êtes libre à vous de commenter, de faire remonter votre expérience et j'ouvrirai également l'antenne. Vous pourrez venir réagir en direct avec moi, échanger en toute tranquillité et surtout librement. Vous serez libre de parler librement. La seule chose que je demande dans les commentaires, c'est le respect mutuel. Le respect est important. L'écoute est très important. Parce que si on n'arrive pas à se comprendre, c'est que souvent, on ne sait pas écouter réellement. Moi, le premier, souvent, je n'ai pas su écouter. Et j'en suis conscient que je dois faire beaucoup d'efforts pour écouter. Parce que si j'écoute pas, comment je peux comprendre la personne, vu que j'ignore qui elle est. Donc, écoutons jusqu'au bout, les uns les autres. C'est la base. C'est la base, donc soyez libres de commenter, partager, liker. Bon, il n'y a rien de payant là-dedans. Bon, même si je serais content de trouver suffisamment de revenus pour pouvoir me payer un très bon avocat. Mais voilà, là, de toute façon, ce que je veux, c'est que ça puisse générer du soutien parce que j'aurais besoin. Si des gens compétents en la matière, même, vous connaissez des médias intéressés pour diffuser mon histoire, avec plaisir. Mais voilà, quoi qu'il arrive, je serai maître de mon destin. Je suis sur le chemin de la liberté, et il est temps, parce que j'estime que c'est plus possible de vivre comme ça à 40 ans. Et peu importe l'âge d'ailleurs, c'est pas normal qu'on vive comme ça. Donc voilà. Une prochaine vidéo, la prochaine fois, voilà, je pense tenir à raison une fois par semaine, ou voire une fois toutes les 2 semaines, mais dans tous les cas, je vous ferai savoir au travers de mon Facebook Molo Mengistu, et s'il vous plaît, partagez mon histoire, et je vous souhaite que la paix soit en vous, autour de vous, sincèrement, je vous souhaite de vivre en paix avec vous-même, vraiment, et vivre heureux. Parce qu'une vie sans être heureux, peut-on l'appeler une vie réellement? C'est de la survie. Ne survivez pas, vivez. On ne doit pas survivre, on doit vivre. Donc voilà, je vous souhaite vraiment d'être en paix avec vous-même. Et salam à tous, paix à vous.